Ça va. Ok, bonsoir à tous. Alors, bienvenue à cette deuxième séance du cours de méditation. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Également, bonsoir à ceux qui nous suivent en ligne, que ce soit en direct ou bien en différé. Alors, j'aimerais j'aimerais un petit peu vous présenter la séance ce soir. On va étudier en détail vraiment les facultés intérieures de notre fonctionnement, on va dire. On est ici pour parler de spiritualité. Et dans la spiritualité, ben, il y a vraiment ce terme de spirit, on va dire. Ça fait vraiment référence à l'être que l'on est. Pardon? D'accord. Et donc, en termes de spiritualité, on veut vraiment découvrir ce qui nous caractérise en tant qu'énergie, au-delà de ce qu'on peut être sur le plan physique. Et cette énergie-là, eh bien, on va aller découvrir comment elle fonctionne précisément. Et dans un deuxième temps, on va aller voir ensemble pour que vous puissiez aussi découvrir la méditation par vous-même. On va aller voir les étapes qui sont essentielles pour commencer à créer une bonne méditation. La dernière fois, je vous avais mentionné qu'un des buts de ce cours, le but ultime pour nous, c'est vraiment de vous outiller, de vous rendre autonome dans votre pratique. Alors, on va aller voir ça en deuxième partie. Euh, la dernière fois, je vous avais invité à explorer un petit peu votre univers intérieur en regardant, en observant ce qui pouvait vous habiter, et notamment vos pensées. Alors, quand on observe ses pensées, bien, on trouve beaucoup de choses, j'imagine. Est-ce que ça a été votre cas? Oui. Quel genre de pensées vous avez pu observer durant la semaine? Euh, Est-ce qu'il y avait beaucoup de pensées positives, de pensées spirituelles, de pensées puissantes ou d'autres sortes de pensées? De beaucoup de pensées inutiles, oui, effectivement, oui aussi. Alors, c'est normal, ça arrive. C'est tout à fait, c'est la raison pour laquelle on vient justement apprendre à méditer et trouver un équilibre. Mais cet exercice-là d'observation est vraiment précieux parce qu'il nous permet vraiment de prendre contact avec ce qui nous habite intérieurement. Et déjà, quand on est dans ce mode d'observation, eh bien, on crée un certain recul et on arrête de s'identifier aussi à tout ce brouhaha intérieur qui peut nous habiter. Et ça fait beaucoup de bien déjà. Alors, bien sûr, ce cours de méditation ne s'arrête pas là. On veut aller pouvoir trouver justement des outils qui vous donnent la faculté de pouvoir, comme je vous le disais la dernière fois, renverser la vapeur, aller dans la création d'autres types de pensées. Et ce soir, pour parler de ce fonctionnement intérieur, c'est comme si, imaginez, vous aviez une voiture et donc votre voiture tombe en panne ou elle n'est pas très fonctionnelle, elle ne roule pas à la vitesse que vous souhaitez. Vous l'amenez chez le garagiste et bon, ben, vous n'y connaissez pas beaucoup, mais lui, le garagiste, il s'y connaît, il va soulever le capot et il va étudier en détail le fonctionnement jusqu'à ce qu'il puisse vraiment diagnostiquer, savoir vraiment ce qui se passe et vous apporter des solutions. Eh bien, nous, c'est un petit peu la même chose. On va un petit peu soulever le capot intérieur ce soir et voir, mais dans le fond, ces pensées, elles viennent d'où? Hmm. Quelle est cette force qui m'anime en permanence et qui génère autant de pensées?
et aussi dans mon moteur intérieur, dans mes facultés, parce que dans un moteur de voiture, il y a toutes sortes de choses qui se trouvent, hein, qui permettent un bon fonctionnement optimal, on va dire, du véhicule. Eh bien, nous, c'est la même chose. Est-ce qu'il existe à l'intérieur de nous une faculté qui nous permet justement de mieux gérer nos pensées? Alors, on va tout d'abord s'arrêter sur nos pensées elles-mêmes et voir, dans le fond, qu'il existe une force en nous que l'on appelle l'esprit. Et c'est cet esprit-là qui génère toutes ces pensées. Alors quand je parle d'esprit, on ne parle pas d'un fantôme, on parle d'esprit comme cette faculté donc, qui va créer en permanence des pensées. Et on l'appelle aussi le mental. Hein, quand on dit oh, j'ai un mental qui est très actif en ce moment, j'ai beaucoup de mal à l'arrêter. Eh bien, c'est ça, le mental, les pensées prennent leur source là-dedans. Et on pourrait le comparer un petit peu à un cheval sauvage, hein, parce qu'un cheval sauvage, ça va dans tous les sens. Et le grand défi que l'on peut avoir, c'est que c'est très difficile à dompter, à maîtriser. Donc, c'est une force d'expansion, les pensées, l'esprit qui génère ces pensées. Et qu'est-ce qu'on peut associer avec les pensées? C'est pas juste des pensées, mais aussi notre mental, il va créer énormément de sentiments liés à ces pensées. Hein. Si par exemple, je m'apprête à retrouver une personne que j'ai pas vue depuis longtemps, bon, bah, tout de suite, les pensées qui vont m'animer, ça va être des pensées de joie, des pensées d'enthousiasme, d'impatience même. J'ai vraiment envie de retrouver la personne, de passer du temps avec elle. Et inversement, s'il y a une personne que vous n'aimez pas trop dans votre entourage, mais vous devez la rencontrer pour peut-être clarifier des choses ou parler bien sérieusement avec elle, et bien là, on n'est plus dans le mode de pensée joyeuse, pleine d'allégresse. On est dans des pensées plus d'appréhension. Et quand je parle de pensée, même, c'est ce qui qualifie ces pensées, là, c'est vraiment des sentiments. Vous allez avoir des sentiments ou des émotions. Les sentiments vont être plus une énergie qui part de nos qualités. Comme tout à l'heure, je parlais bon, de la joie, d'être vraiment extrêmement heureux de retrouver une personne. Alors que les émotions, c'est quelque chose qui va plus nous agiter, hein, intérieurement. Comme l'appréhension, par exemple, c'est plus une émotion. Le fait de redouter, ça vient d'une émotion racine qui est la peur. Alors, donc, notre esprit, lui, il fonctionne avec tout ça et c'est un petit peu comme ça qu'il existe, c'est comme ça qu'on le ressent, c'est à travers, hein, ce qui génère comme sentiment, comme émotion. L'esprit est très influençable, hein, parce qu'on peut voir donc une personne soudainement qu'on n'aime pas et tout de suite, oups, ça peut générer toutes sortes de pensées intérieurement, comme on peut rencontrer dans la rue une personne donc qu'on n'a pas vue depuis longtemps et tout de suite le bonheur sera là sur notre visage. Et donc, notre esprit est influençable, hein, beaucoup, beaucoup par ce qui se passe. Je me lève le matin et je regarde le temps qu'il fait et ça détermine soit ma bonne humeur ou bien ma mauvaise humeur. Bon, bah ça prend sa racine dans notre esprit. Ah, super, il fait beau. Ah, ça me met de bonne humeur. Je suis léger, je suis content. Très bien. Et inversement, donc il peut y avoir des effets. Alors, on a ça aussi. On a des influences qui viennent de l'intérieur. Hein. Si par exemple, je marche dans la rue et je, je vois un chien, je croise un chien, mettons un gros Doberman, hein. Et puis, le premier réflexe que je vais avoir intérieurement, c'est oh, vraiment, je ne me sens pas très à l'aise à croiser ce chien. Je vais faire un petit détour ou bien je change de trottoir parce que j'ai peur. Alors là, on sent que oui, l'esprit est influencé par ce qu'on voit. Mais il y a une influence racine qui est très profonde, qui peut être liée à des expériences passées aussi. Cette peur, elle est là,
c'est parce qu'elle a déjà été expérimentée. Peut-être que c'est le même type de chien qui un jour nous a causé cette appréhension, cette peur. Peut-être qu'on a été mordu par un tel chien. Peut-être qu'on a été attaqué par un chien semblable. Donc là, c'est vraiment au-delà de peut-être ce que l'on voit seulement, c'est aussi des mémoires qui sont en nous, un passé qui fait en sorte que on se met à penser d'une certaine façon parce qu'on est habité par des expériences passées. Et bien sûr, notre grand but en soi, c'est de pouvoir trouver en nous une capacité qui nous permet de maîtriser, hein, ce cheval sauvage. Alors, on a toujours ouvert donc le capot de notre voiture et on va aller à la recherche d'une autre faculté. Et là, on va aller voir en nous cette faculté qui nous permet au contraire de nous ramener, de pouvoir créer une sorte de focus, de concentration, de nous raisonner même. Cette capacité-là, on l'appelle l'intellect. Et l'intellect, donc je suis donc toujours face à mon Doberman qui arrive dans quelques mètres en face de moi et que je vais croiser. Et donc je marche et donc premier réflexe en moi qui surgit sur l'écran de mon esprit, c'est ouh là là, j'aime pas ce genre de chien. Je suis pas sûre de pouvoir être capable de le croiser sans faire un petit détour. Ou même j'ai carrément envie de prendre la fuite et de changer de trottoir. Ok. Et là, notre intellect, pour vous donner un petit peu une idée de ce qu'il nous amènerait, notre intellect, lui, c'est notre force qui nous permet de nous ramener à quelque chose de lié à la raison. Et l'intellect, lui, au contraire, il étudierait ce qui se passe. Et il permettrait vraiment de créer une réflexion du style, ben, regarde, le chien, il est tenu en laisse par une personne, il ne va pas nécessairement te sauter dessus. Puis, ça ne veut pas dire que le chien qui t'a mordu il y a 10 ans, mettons, ben, ce soit le même chien. Il est peut-être très sage, il a l'air heureux même d'être en promenade avec son maître. Il n'y a aucune raison de te paniquer. Est-ce que tu es capable de continuer ta marche, de le croiser et puis de te maîtriser? Et ça, c'est la faculté de réflexion de l'intellect. L'intellect est très précieux pour nous parce qu'il amène la réflexion, il amène énormément de discernement. Savoir vraiment peser le pour et le contre des situations. Il amène la prise de décision aussi. Si je reste à marcher sur le trottoir, ça veut dire qu'ultimement, j'ai pris une décision. J'ai pu donc mettre fin aux pensées qui m'agitaient et qui généraient cette émotion de peur, d'appréhension, de croiser ce chien. Et donc, j'ai pris une décision, ben, en l'occurrence, de rester sur le trottoir et de le croiser tranquillement. Et prise de décision, on trouve également dans l'intellect le pouvoir de volonté. Mhm. Alors peut-être que ça me demande un effort de continuer ma marche et de faire comme si de rien n'était, parce qu'on veut pas on veut pas paniquer non plus devant les gens qui sont autour de nous dans la rue pour une situation comme ça. Mais l'intellect nous donne justement cette faculté-là de se décider, de se raisonner et de trouver une certaine volonté. Par exemple, vous êtes en train de travailler sur quelque chose, un projet ou bien une nouvelle tâche ou quelque chose chez vous. Par exemple, vous êtes en train de dessiner un mandala. C'est très relaxant. Et vous avez déjà fait ça, dessiner des mandalas? On vend des très beaux livres dans les librairies maintenant où vous avez des mandalas spirituels avec des thèmes qui sont proposés. Et donc, il y a un petit texte et ça va vraiment générer donc une inspiration. Et puis, en fonction de cette inspiration-là, ces pensées, ben, on va pouvoir colorier son mandala. Et c'est très plaisant. J'ai une amie comme ça. Je suis arrivée chez elle un soir et puis elle coloriait son mandala. Puis je ne l'avais jamais vu faire ça. Je dis, ah, pourquoi tu colories ton mandala? Elle me dit, ah, ça me relaxe, je suis bien. Elle avait une petite musique douce. Bon.
Et quand vous êtes dans une activité comme ça, eh bien, l'intellect est très précieux là aussi parce que vous allez mobiliser votre attention. Vous allez mobiliser votre concentration, votre créativité, le choix de vos couleurs, tout ça. Et puis ça va générer en vous des sentiments. Votre mental va y aller aussi en générant un sentiment peut-être de plaisir, de bien-être, de détente. Mais votre intellect, lui, va rester vraiment concentré là-dessus. Vous allez discerner aussi au niveau peut-être de l'équilibre, des couleurs, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est moins beau, hein, le thème que vous voulez donner à votre mandala. Donc tout ça, ce sont des aspects vraiment liés à un côté de réflexion, hein, en nous. Et c'est sûr que par rapport à l'esprit qui est d'une force très expansive, l'intellect vraiment a cette faculté de nous ramener et de nous concentrer, de nous raisonner, on va dire. Euh, Troisième aspect de notre fonctionnement intérieur, il existe en nous une autre force que l'on va appeler tout simplement nos traits de personnalité. Traits de personnalité ou tout simplement notre personnalité qui se base sur des habitudes, hein, ou bien des tendances comportementales. Euh, Mettons, j'ai des amis quand ils rentrent chez eux, ce qui est très important, c'est de se défouler après le travail. Alors bon, ils rentrent chez eux, mais ils sont pas là très longtemps, ils partent et ils vont courir, hein, au parc, et ça leur fait du bien. Alors donc ça, c'est une habitude, et c'est stocké dans ce qu'on appelle en fait, il y a un terme en hindi, hein, puisque c'est une technique indienne, cette méditation-là, qu'on appelle les sanskaras. Et ces sanskaras, pour résumer, c'est un petit peu comme des empreintes en nous. Et ça nous caractérise, hein. Donc c'est sûr que quand on parle d'une personne qui va courir, qui est capable d'aller... J'ai un oncle, par exemple, dans ma famille, il est incroyable, il a plus de 70 ans et tous les jours, il fait son jogging, puis au moins une heure et demie. Et il est en super forme, ça va très très bien. Moi, je serais incapable de faire ce qu'il fait, on s'entend. Mais ça fait partie non seulement de ses habitudes, mais je pense plus loin aussi. C'est un tempérament qui est extrêmement énergique. Et, euh, et donc, quand on parle de ça, ben on parle, oui, d'habitude, mais de traits de personnalité. Alors que, mettons, j'ai un très bon ami qui pratique le yoga, Hatha Yoga. Et bon, ben lui, c'est vraiment pour la détente, la relaxation, la respiration. Et si je compare au niveau de leur personnalité, leurs tendances comportementales, ce sont des personnes qui sont très différentes. Celui qui pratique le yoga, on va dire, c'est quelqu'un de très calme, et lui, il se régénère beaucoup, il peut être très énergique, mais il y va avec une activité sportive, on va dire, un exercice qui est beaucoup plus tranquille, on va dire, même si donc, on peut quand même mobiliser beaucoup ses muscles dans le yoga. Mais ça n'a rien à voir avec la course, hein, le jogging, qui sont très exigeants physiquement. Alors, nos personnalités sont différentes, notre énergie est différente. Et vous savez, quand je vous relatais la dernière fois que quand j'étais venue à la méditation, bien, j'étais dans une période de ma vie où le stress, c'était vraiment un très gros défi, notamment sur mon lieu de travail. Donc, ce stress-là, il se manifestait par plusieurs tendances comportementales. J'étais facilement impatiente, hein, avec ce qui pouvait se passer autour de moi. Quand ça ne faisait pas mon affaire, tout de suite, cette impatience-là, elle pouvait se traduire par un énervement, hein, s'énerver assez facilement. Ou bien l'impatience se traduisait par le fait de si, mettons, je pouvais collaborer avec d'autres collègues sur d'autres projets, etc. J'avais du mal à m'ajuster aux différents rythmes, hein. Alors, quand on travaille avec des gens plus vite, plus rapides que soi, ben, il faut s'ajuster, c'est jamais évident.
Et donc moi, des fois, j'étais dans cette position où soit ça allait trop vite, ou soit c'était trop lent. Mais quand c'était trop lent, là, je sentais que mon impatience était mise au défi. Et je pouvais très bien dire, hein, pour me définir, oh ben moi, de toute façon, je suis hyper impatiente. Moi, j'ai toujours été impatiente, ça fait partie de moi. Et en fait, je me suis rendu compte que oui, c'était une tendance comportementale en moi, mais la bonne nouvelle dans cette pratique de la méditation, du Raja Yoga, c'est que dans ces empreintes-là, où on trouve donc nos habitudes, nos réflexes, nos attitudes, notre personnalité dans le fond, on y trouve aussi nos qualités, hein, nos qualités en tant qu'être spirituel. Et la dernière fois, on parlait de paix, on parlait de calme, de tranquillité. On parlait à quel point ben, la méditation vise à pouvoir nous reconnecter à ces qualités. Ça veut dire qu'il y a du vrai dans ça. Il y a du vrai dans ces qualités. Ça fait partie de notre essence. Êtes-vous d'accord avec ça? Et quand on regarde à l'opposé l'impatience ou bien la tendance à s'énerver facilement, à être, ce qu'on dirait en français, être soupolé, eh bien, on se rend compte que, mettons, si on s'assoit en méditation, on ne veut pas retomber là-dedans parce que on se rend bien compte que ça ne fait pas partie de notre essence, ça ne fait pas partie de notre vérité. Donc, dans nos empreintes, on va trouver ces qualités-là qui sont un petit peu notre ADN spirituel, notre patrimoine génétique spirituel, évidemment. C'est une métaphore. Et on a 5 qualités essentielles. Je pense que je les avais citées la dernière fois, mais on va les reprendre. On a donc la paix. On a aussi le pouvoir intérieur, donc une force qui nous permet, hein, soit comme je vous le disais tout à l'heure, de prendre des décisions ou pas. Une fois qu'on a pris la décision, c'est bien, mais souvent il faut passer à l'action. Qu'est-ce qui fait qu'une personne, elle passera à l'action plus facilement qu'une autre? C'est ce pouvoir-là. Quand il y a du pouvoir en soi, on est capable de mener à bien ce qu'on veut. Donc la paix, le pouvoir, on a la pureté, hein, la pureté qui est vraiment notre vérité, notre authenticité, hein, ce qu'il y a de plus propre en nous, de plus intègre, on va dire. On a l'amour, bien sûr, la qualité du cœur, et on a le bonheur, on a la félicité. Félicité, je dirais, c'est même un cran au-delà du bonheur, parce que la félicité ne connaît pas son contraire, alors qu'avec le bonheur, notre bonheur peut fluctuer et on peut avoir le malheur. Mais la félicité, c'est vraiment un état de suprême contentement, on va dire, où on est parfaitement bien et dans un état de plénitude. Et ce sont des qualités que l'on peut retrouver en soi, qui font partie, on parlait de personnalité tout à l'heure, on pourrait dire qu'ils font partie de notre personnalité spirituelle, celle que l'on connaît le moins, hein. Et alors maintenant, on veut voir bien comment ces 3 dynamiques fonctionnent en soi. Parce que nos empreintes, donc nos traits de personnalité, eh bien, ils ont un petit peu ceci, on va dire, qui nous, enfin, ils ont ces inconvénients d'être pas d'exprimer en nous ce qui n'est pas forcément relié à ces qualités spirituelles que je viens de nommer. Quand on agit d'une certaine manière encore, et on se dit, ah, je suis toujours comme ça, c'est toujours comme ça que ça se passe, et j'arrive pas à me défaire de cette habitude-là, ça c'est très intéressant pour nous à aller regarder. Ça veut dire qu'il y a une empreinte en nous. Imaginez les vieux 33 tours à l'époque, hein, avec les sillons. Et bien, quand le disque est rayé, ça rejoue toujours la même chose. Et bien, nous, c'est un petit peu la même chose. Quand notre, euh, on a une tendance très, très, très profonde à utiliser certaines empreintes, c'est-à-dire certaines habitudes plus que d'autres, et qu'on se sent, on sent pas, on sent qu'on n'a pas le pouvoir, la force de les changer, ça veut dire qu'elle est très profonde. Et chacun
en soi, on peut voir, on peut faire un état des lieux en se disant, c'est vrai, je pense toujours de cette façon-là. Dès par exemple que je dois me lancer dans quelque chose de nouveau, bon, on peut par exemple paniquer ou commencer à avoir des doutes ou bien commencer à imaginer le pire, hein. Il y a des gens comme ça qui ont cette personnalité-là. Ils imaginent toujours le pire, comme ça après, quand les choses se passent, ils se disent bah, finalement, c'était pas si pire, c'était pas si grave. Puis ils ramènent les choses à un certain équilibre. Sauf que, en voyant toujours le pire, c'est pas forcément une énergie positive agréable, hein. Et j'ai une personne comme ça dans ma famille qui a ce genre de trait de personnalité. Laissez-moi vous dire que c'est loin d'être agréable parce qu'on est incapable de se laisser aller, à avoir des idées, à être créatif, à y croire, à développer la confiance. Ah, non, et si ce genre de choses arrive et tu te rends pas compte, et enfin quand même, bref. Et donc, c'est ça, il faut à un moment donné reconnaître que ça fait partie d'un trait de personnalité. Euh, après le fonctionnement, hein, de notre esprit, notre intellect et de nos empreintes, eh bien, en fait, ce que l'on cherche à avoir pour un équilibre dans notre vie, je dirais la plus belle qualité que l'on puisse avoir pour mener une vie, hein, épanouie, saine, équilibrée, c'est vraiment la clarté. Quand on n'a pas la clarté, eh bien, on tombe dans la confusion. Et quand il y a de la confusion, ben, on aimerait y voir clair, mais on n'y arrive pas en général. Puis cette confusion-là, elle se manifeste souvent quand on doit faire des choix. Et quand vous regardez, quand on regarde notre vie, quand on regarde notre vie du matin jusqu'au soir, c'est une somme de décisions qui est assez incroyable, hein. On choisit l'heure à laquelle on se lève. Déjà, ça commence par ça. On choisit après, qu'est-ce qui fait qu'une vie est différente d'une autre? C'est parce qu'il y a une journée, il y a des choix qui sont faits, il y a des actions qui sont prises, il y a des actions qui sont favorables, pardon, à notre bien-être. Il y a des actions qui ne sont pas bonnes pour nous. Et pourtant, on les fait quand même, vous voyez? Euh, alors, quand on est comme ça à essayer de prendre ces décisions, il y a des choses pour lesquelles on n'est pas trop sûr. Si par exemple, bon, ben, j'ai envie de prendre soin de ma santé et au niveau alimentation, ben, je me suis fixé des objectifs et que bon, ben, je me retrouve à un repas avec des amis, par exemple, puis c'est le dessert. Puis là, je vois qu'il y a un dessert qui m'est servi, mais ça correspond pas du tout aux objectifs que je m'étais fixés. Et il y a 2 jours, j'étais vraiment déterminée, par exemple, ne plus manger de sucre pour mon bien-être, par exemple. Mais c'est vrai que là, il va falloir faire un choix. Est-ce que j'affirme ma décision? Est-ce que j'affirme mon choix? Est-ce que je dis je suis capable? Ou alors, oh ben non, peut-être que je vais repousser la date de début de mon changement de diète, par exemple. Et donc, il va y avoir comme 2 petites voix à l'intérieur qui vont s'opposer. Et ça, c'est un petit peu, quand on est dans un dialogue comme ça, c'est l'esprit qui va y aller. L'esprit, il est très spontané, hein. Il aime faire ce qu'il veut. Vraiment, c'est sa faculté. Alors que l'intellect, lui, il aime bien raisonner. C'est vraiment notre force de sagesse, hein, en soi. Alors, à chaque fois que vous êtes dans des dialogues comme ça intérieurs, et donc pour le moment, vous n'avez pas de clarté pendant le dialogue, eh bien, c'est un signe. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui hésite à l'intérieur de vous. Et à un moment donné, ben, la décision sera prise. Alors, soit l'intellect est fort et arrive à raisonner très clairement l'esprit. Donc là, la décision sera prise. En général, elle est bonne, elle est favorable. Soit l'esprit est plus fort. Et puis là, ce qui est très intéressant, c'est qu'est-ce qui nous fait passer à l'action? C'est une force d'impulsion. Tout simplement. On passe de la pensée à l'action sans vraiment avoir écouté l'intellect au milieu. Oh, ben il est bon le gâteau, puis d'abord je vais le manger, puis d'abord, j'ai toujours adoré ce genre de gâteau. Ça fait tellement longtemps qu'on m'a pas servi, je sais pas, par exemple, un gâteau au chocolat. Donc là, l'intellect, il dit, ah, tu sais, ta diète, tu l'as commencé, c'est pas le moment de manger du sucre, tout ça, mais
L'esprit, s'il est vraiment espiègle, il amènera tout de suite une prise de décision et il va court-circuiter l'intellect. Alors, euh, ce qui est intéressant, c'est de voir mais d'où ça vient tout ça. Pourquoi il y a cette impulsion-là si vive, hein? On a dit que l'esprit était influencé. Hein, ça peut être tout simplement une propension, une gourmandise, ça peut être une impulsivité. Tout ça, ce sont nos empreintes, notre personnalité. Hein. Euh, ce sont le gâteau au chocolat, peut-être que j'en ai mangé, ça fait partie d'un de mes grands plaisirs, hein, de mon enfance, par exemple. Donc, dès que je vais voir un gâteau au chocolat, ça peut être aussi une mémoire associée à quelque chose de très plaisant. Ma maman faisait des gâteaux au chocolat tombés par terre. Je ne peux pas résister à un gâteau au chocolat. Ça peut être ça, par exemple. Ça, cette association-là, elle va prendre sa racine dans nos empreintes, dans notre trait de personnalité. Voyez? Il y aura donc un sillon creusé en soi, associé à une mémoire. Puis ça va influencer notre esprit après. Alors, voyez, c'est très complexe, mais ça nous renseigne énormément ce fonctionnement-là. Ça nous explique pourquoi on agit d'une façon ou bien d'une autre. Ça nous donne aussi la mesure de, mais alors attends, si je veux changer mes pensées dans mon esprit, maintenant je sais d'où viennent mes pensées, et que je sais que j'ai une faculté comme l'intellect, ça veut dire que j'ai une force en moi que je peux exploiter. Et si on le relie à la méditation, bien, on peut se demander alors qu'est-ce qui nous permettrait d'aller renforcer l'intellect? Euh, la méditation est une pratique qui va énormément développer votre concentration. Au début, peut-être que vous allez trouver ça difficile parce que on est d'accord que le gros défi, c'est de gérer notre mental, de gérer l'esprit qui va dans tous les sens. Mais plus on va se concentrer sur la production de pensées bénéfiques consciemment, hein, la dernière fois, on avait médité sur le calme, sur la paix, sur la tranquillité. Eh bien, plus ça va renforcer notre intellect. Ça va renforcer notre voie de sagesse. Parce que l'intellect, c'est ce qu'il y a, c'est cette force-là en nous, mais qui est connectée à ce qu'il y a de plus vrai, de plus authentique, de plus sage. C'est évident que si je veux mener une vie saine, épanouie, alignée avec mes valeurs profondes, avec des choix de vie constructifs, hein, que ce soit au niveau de ma santé, physique, que ce soit au niveau de mes activités, que ce soit au niveau du choix de ma profession, du choix de mes relations aussi, du choix de qu'est-ce que je choisis de consommer, que ce soit consommation alimentaire, mais aussi consommation plus subtile, hein, au niveau des médias, au niveau de mes loisirs. Qu'est-ce que je choisis vraiment d'amener dans ma vie? Euh, eh bien, c'est sûr que j'ai besoin d'un bon intellect pour ça. Et d'ailleurs, les gens qui méditent, les méditants, à la longue, trouvent que un des plus beaux cadeaux de la méditation, c'est de leur donner, redonner accès à cette faculté-là en eux qui leur permet. Méditer, c'est pas juste s'asseoir, vous allez voir, et créer quelques pensées pour vous détendre. Ça va au-delà de ça. C'est vraiment affiner une force à l'intérieur de vous, cette force de vérité qui va vous permettre après de vous soutenir tellement dans votre vie, dans vos choix, dans vos décisions. Et ultimement, ce que ça offre, pour revenir à cette qualité que je mentionnais tout à l'heure, ça offre énormément de clarté. Cette clarté-là, quand on l'a, quand on voit clair, on avance. Hein, il n'y a pas d'obstacle sur le chemin. C'est clair, c'est limpide. Voyez. Et pour moi, ce dont je me suis aperçue quand j'ai commencé la méditation dans les premiers mois, c'est que oui, c'était beaucoup plus clair dans ma tête, mais dans ma vie aussi, ça s'est beaucoup clarifié. Les choses ont beaucoup changé. Après quelques mois, ça évolue à mon travail, ça évolue dans mes relations, ça évolue dans beaucoup de plans. Et je me suis aperçue, ah ouais, d'accord, quand on pense différemment, on crée complètement autre chose après dans sa vie.
Puis il y a cette force-là qui grandit en soi, qui est une force de confiance. Plus il y a de la clarté en soi, plus la confiance est là. Puis quand la confiance est là, ben, on est guidé vers les bons choix. Vous voyez? Alors, la méditation permet de renforcer beaucoup, beaucoup l'intellect. Pourquoi? Parce que on le mobilise, on apprend à se concentrer. Et ce qui nous permet de développer la concentration, c'est d'être conscient, comme vous l'avez fait probablement cette semaine, d'être conscient des pensées qui vous habitent et de ne pas vous identifier avec ces pensées-là. Une des grandes clés de cette observation-là, c'est de partir du principe que je ne suis pas mes pensées. On a vu, les pensées viennent de l'esprit, qui est lui-même influencé par les empreintes, qui ont énormément de bagages. Toute notre vie, elle est stockée dans nos empreintes. Alors, s'il vous plaît, merci, ne nous identifions pas à nos pensées. C'est beaucoup lié à du vécu, mais en méditation, ce que je suis va bien au-delà de ça. Et on va le voir plus dans la prochaine leçon, mais je pense que vous avez déjà une idée. En tant qu'être spirituel, notre vérité, elle est toute simple. Elle se résume à ces 5 qualités que je vous ai mentionnées tout à l'heure, qui ont des ramifications. Quand on parle de paix, c'est pas juste la paix, il y a du calme, il y a de l'harmonie, il y a de la patience, il y a de la tranquillité, il y a énormément d'autres qualités. Quand on parle d'amour, ben, il y a du respect, il y a de la tolérance, il y a de l'ouverture. Donc il y a d'autres qualités, on va dire, secondaires qui prennent leurs racines dans ces... Moi j'aime bien les appeler comme les 5 couleurs primaires de l'âme, de l'être spirituel. Alors, on médite et tranquillement, quand on sollicite ces qualités-là en soi, eh bien, cela nettoie nos empreintes, cela affine notre personnalité. Si je vais méditer sur la patience, sur le calme, la tranquillité, ce trait de personnalité-là dans mes empreintes, avec lequel je pouvais me définir à l'époque, en disant, moi je suis toujours impatiente, oublie ça, je ne serai jamais patiente de ma vie. Ce trait-là, il va changer. À un moment donné, on va se rendre compte que, tiens, j'ai agi différemment, j'ai pris mon temps, j'ai laissé la place à l'autre, j'ai accepté que l'autre fonctionne peut-être différemment, ou j'ai moins paniqué, voyez. Et ça provoque ça génère beaucoup de joie en soi. Quand on se voit aller différemment, quand on se voit changer, on se rend compte que wow, la méditation, non seulement ça donne de l'espoir, mais en plus ça produit du neuf en soi. Alors, quand on veut changer certains aspects de notre personnalité, on ne se concentre pas dessus. On n'essaye pas de comprendre le pourquoi du comment. On peut évaluer un petit peu, faire des associations, peut-être avec ce qu'on a vécu par le passé, mais point final, on va vraiment plus dans l'exploration de ce qui est positif, de ce qui est vrai, ces qualités-là en soi. C'est ça qui va nettoyer, voyez, nos empreintes. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair? S'il y a des questions aussi en ligne, n'hésitez pas à les poser. Euh, Maintenant, j'aimerais justement aborder bien, des outils qui vont vous permettre de mettre en place la pratique de la méditation chez vous. Alors, premier outil, bien, première étape, on va dire, avant même de commencer à méditer, la première étape vraiment essentielle, c'est bien se préparer. Et la préparation, c'est tout simple. Puis ça, je vous demanderai vraiment d'y porter votre attention cette semaine, de choisir un moment dans votre journée et un lieu également. Alors, c'est très simple. Les moments que l'on préconise, bien sûr, c'est le matin ou bien le soir pour vraiment bien encadrer votre journée. Le matin, quand j'ai commencé à méditer, par exemple, j'aimais beaucoup méditer. Je me levais, je prenais un grand verre d'eau, une douche pour me rafraîchir et hop, avant mon déjeuner, là, je trouvais que c'était vraiment le moment idéal. Une fois que je mangeais mon déjeuner, que je partais, je sentais que ça y est, j'étais prête vraiment à
bien utiliser cette énergie positive qui m'habitait, la redistribuer. Le soir, ça permet vraiment de faire un bilan, de voir un petit peu qu'est-ce qu'on a vécu, de prendre le pouls aussi. Peut-être que je rentre chez moi, j'ai des émotions qui m'ont traversé durant la journée. C'est important d'être en contact avec ça, puis d'être observateur de ça. Plus on les observe, plus leur charge se désamorce. Et puis on va aller plus dans des pensées opposées à ces émotions-là. C'est sûr que si je vis de la colère par rapport à quelque chose, de la frustration, bon, ben, je vais aller observer. Puis est-ce que je peux aller me calmer? Est-ce que je peux générer un sentiment de paix? Est-ce que je peux trouver aussi une clarté? Pourquoi je me sens comme ça? Qu'est-ce qui me fait bondir? Voyez? Alors, au niveau du temps, c'est ça. Au niveau de la durée aussi, quand on commence à méditer, c'est pas nécessaire que ce soit de longues méditations. 5 minutes, 10 minutes pour commencer, c'est vraiment assez. Parce que quand on commence à méditer, vous allez voir que votre mental va vous amener un petit peu partout. Moi, je me souviendrai toujours, toujours, toujours de mon premier moment, ma première méditation chez moi. Je pense que sur ces 5 minutes-là, j'ai dû pouvoir vraiment me concentrer pendant quelques secondes à la fin de ma méditation. Mais ces 5 minutes-là m'ont été vraiment bénéfiques parce que pour la première fois, j'ai été en contact avec tout ce qui m'habitait. Je ne pouvais pas imaginer que je pensais autant dans tous les sens. Et j'étais pas effrayée, mais presque. Et je me ramenais. Je me ramenais une pensée aussi simple. Je suis un être de paix. Je suis calme. Je laisse grandir cette paix à l'intérieur de moi. Et à la toute fin, j'ai commencé à ressentir ça. Vous voyez. Alors, vraiment, je vous avertis, ne paniquez pas si c'est votre cas, c'est normal. Par contre, la bonne nouvelle, c'est vrai que si vous vous accordez à tous les jours ce 5 minutes le matin ou 5 minutes le soir, vous allez voir que très progressivement, votre esprit va se calmer. Vous allez avoir une force en vous de concentration, donc l'intellect va être plus mobilisé. Au niveau du lieu, définissez chez vous, là aussi cette semaine, prenez du temps pour ça, un lieu où vous êtes bien, que ce soit votre sofa, que ce soit un canapé, une chaise, un fauteuil. Votre lit, je ne conseille pas, parce que le lit, on dort, et donc il y a des vibrations beaucoup liées au sommeil, à la détente et ça peut vous endormir facilement. Par contre, dans votre chambre, si vous avez un petit coin avec un fauteuil, une chaise, où vous êtes bien, faites de faites de ce lieu-là vraiment votre endroit privilégié. Et quand viendra le temps, quand vous aurez fixé votre moment pour méditer, tout de suite, votre esprit va fonctionner par association. Il va dire, ah tiens, oui, c'est là que je me dirige, c'est là que je vais essayer de méditer. Si vous n'êtes pas trop sûr, puis vous avez une variété d'endroits chez vous, si c'est très très grand, essayez. Si vous avez une pièce que vous pouvez même allouer à ça, très 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 bien. Personnellement, moi, je médite dans mon salon, sur mon canapé, et ça me convient très bien. Euh, Vraiment libre à vous, mais important, pensez à votre confort aussi. Est-ce que vous avez besoin d'une couverte? Est-ce que vous avez besoin de coussins? Est-ce que si votre canapé est très 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 confortable, est-ce que vous avez besoin de vous accoter, d'avoir le dos droit? Pensez à des détails comme ça, parce que plus vous y investissez votre énergie, votre attention, plus vous allez après apprécier ce geste-là que vous vous offrez chaque jour. Ça va être vraiment votre cadeau, mais il faut le préparer, ce cadeau. Vous voyez, il faut l'emballer, il faut y faire attention, il faut le rendre beau, attrayant. Euh, pour la préparation, également, on a ce que l'on appelle aussi des exercices de détente. Comme je vous le disais la dernière fois, dans le Raja Yoga, c'est une méditation de type spirituel. Donc, on ne va pas dans le plan physique tellement, on fera aucun exercice physique. Par contre, on peut effectivement prendre du temps pour calmer
Notre corps, surtout à la fin de la journée, on peut avoir des tensions aux épaules, la nuque un petit peu raide, tout ça. Euh, L'important, c'est d'utiliser par exemple la respiration. La respiration est une technique qui va nous permettre beaucoup d'harmoniser les énergies de notre corps et de notre être intérieur. Alors, moi, quand je médite, par exemple, même après toutes ces années, j'ai toujours besoin de prendre de bonnes inspirations et expirations pour me déposer, hein, surtout à la fin de la journée. Mais le matin, je le fais plus tranquillement. Le matin, j'emplis mes poumons d'air, mais vraiment silencieusement, comme. Et j'expire tranquillement, comme ça. Et ça me fait du bien parce que j'ai l'impression que ça réveille mon corps aussi, hein, quand on y met un peu plus d'oxygène qu'à la normale, on va dire, avec une respiration profonde, mais on donne une énergie à notre corps. Alors, quelques respirations comme ça, on va le faire tout à l'heure en pratique. Vous allez voir, c'est agréable. Également, on peut aussi détendre les différentes parties de notre corps, hein. Commencer par les pieds, sentir que vos pieds, par exemple, sont bien droits, puis posés à plat au sol, puis relâcher les tensions. Vous pouvez faire la même chose pour vos jambes, votre bassin. Vous concentrez juste votre attention et hop, je relâche tranquillement. Vous pouvez le faire avec moi maintenant. Je relâche mon bassin, je relâche mon ventre et je respire tranquillement. Vous pouvez ponctuer les deux, la détente et puis et je respire, je me détends. Vous pouvez détendre les muscles de votre colonne vertébrale, prendre une bonne inspiration et à l'expire, on laisse aller toutes les tensions et on est bien. Pareil pour la nuque, les épaules. Imaginez que vos épaules sont lourdes. Prends une bonne inspiration. Et à l'expire, on détend nos épaules, nos bras. On laisse l'énergie circuler jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des ongles. On peut également détendre les muscles de notre mâchoire. Légèrement entrouvrir la mâchoire. Détendre la langue dans notre bouche. Et imaginez que notre front est lisse, on le déplisse, notre tête est détendue. Et là, on prend conscience que des pieds à la tête, déjà, on a créé un sentiment de détente, de relaxation. Est-ce que vous ressentez ça? Ça fait du bien, hein, de vraiment de relaxer. Alors là, on l'a fait rapidement, mais on peut y aller plus profondément. Si vous êtes dans le doute par rapport à ça, que vous avez du mal à croire à cette détente-là, juste avec le pouvoir de votre pensée, je vous inviterai à faire cet exercice, mais juste d'un côté, détendre le côté droit de votre corps. Et je me souviens, moi, au début, je le pratiquais comme ça parce que je n'étais pas sûre. Je me disais, moi, j'étais un peu, chercher un petit peu toujours des questions. J'essaie vraiment de comprendre tout ça. Puis, quand je l'ai fait d'un côté, ça a été vraiment extraordinaire. J'ai vraiment senti que mon côté droit était tellement plus relax que mon côté gauche. Donc, j'ai réalisé, ah ouais, ça marche. L'esprit, le pouvoir de nos pensées a vraiment un impact sur notre corps. Ça, c'est extraordinaire à réaliser. Ça. Ensuite, quand la préparation est faite, aussi également un dernier aspect de votre préparation, c'est vous pouvez également visualiser un endroit dans lequel vous êtes bien. Ça peut être un lieu en forêt, ça peut être la plage de vos dernières vacances, ça peut être un grand champ d'herbe. Bref, c'est vraiment à vous de voir déjà si vous êtes visuel. Hein. Est-ce que ça vous aide ou pas? Vous n'êtes pas visuel, oubliez ça. Concentrez-vous plus sur votre détente, sur votre corps. Mais si vous êtes visuel, ça peut être très agréable. Moi, quand j'ai commencé, j'aimais beaucoup méditer sur ma plage préférée. Une belle plage bretonne en France où j'ai passé toute mon enfance et à la fin des journées, souvent on allait voir
avec mes cousins, mes cousines. On allait voir le coucher de soleil et j'adorais ça. C'était pour moi le synonyme de la détente, la tranquillité, la paix. Alors pendant des mois, voire des années, souvent, je me ramenais là. Et tout de suite, dès que je commençais ma méditation, je dis, ah, je vais à la plage. Ça me faisait du bien. Cette préparation-là, c'est vraiment pour créer des conditions qui soient favorables à votre méditation. Ensuite, on a l'étape de l'intériorisation. Alors, l'intériorisation, c'est vraiment de prendre contact avec votre environnement. Déjà au niveau sonore, vous allez voir s'il y a des bruits autour de vous qui vous environnent, autre que peut-être une petite musique douce, peut-être le camion à poubelle dans la rue, ou peut-être votre voisin qui commence à s'énerver, ou, ou de la musique. L'idée dans cette forme de méditation, c'est d'être capable de méditer n'importe où, n'importe quand, vraiment, et ça marche. Alors, donc, je vous inviterai vraiment à prendre conscience de votre environnement et laisser aller ne plus y accorder votre attention et de vous ramener. Vous pouvez très simplement vous ramener à votre souffle, à votre respiration, mais sans plus rien forcer. Pas la peine de prendre des expirations très profondes, non, y aller juste avec l'observation de votre respiration. Comme je vous le disais la dernière fois, on médite les yeux ouverts ou idéalement semi-ouverts. Moi, je préfère semi-ouvert. Je trouve ça vraiment plus agréable. Pourquoi? Parce que semi-ouvert, on est comme une tortue. La tortue, sa qualité, c'est de s'introvertir, se retirer dans sa carapace. Et moi, j'aime beaucoup quand je regarde mes yeux semi-ouverts, j'ai vraiment l'impression qu'il y a l'environnement visuel autour de moi. Mais c'est tout autour de moi, c'est l'extérieur et moi, l'intérieur, c'est autre chose. Il y a mon monde à l'intérieur aussi, qui est si beau, si précieux. Vous allez voir en méditation, plus on y accède à ce monde-là, plus on ne veut plus trop connecter avec l'extérieur quand on médite. Alors, c'est pour ça qu'on met un point de lumière ici. Moi, quand j'ai commencé, j'y allais beaucoup avec une bougie parce que c'est aussi un symbole de lumière. Et puis, bah, c'est assez scintillant pour justement être inspirant, pour y poser notre attention. Alors, ça peut être tout simplement ça. Puis, je vous inviterai à pas vraiment vous concentrer sur la bougie, mais à la voir et juste y poser vos yeux, poser votre attention pour plus être happé par ce qui se passe à l'extérieur. Chez vous, bon, il y aura peut-être pas énormément de mouvement si vous trouvez un petit coin pour vous. Mais par contre, vous allez voir quand vous allez être dans des situations de votre vie quotidienne où vous aurez vraiment envie de profiter de la méditation, bien vous allez voir à quel point les yeux ouverts, semi-ouverts vont être tellement précieux. Ça va venir comme ça. Vous êtes dans une situation, la dernière fois je parlais, je sais plus, c'était mercredi soir, je pense, je parlais dans des réunions. Vraiment, j'ai eu cette expérience plusieurs fois de me dire, bon, ben, j'écoute ce qui se passe, mais je suis dans ma bulle en même temps. Puis je choisis de ne pas réagir à ce que j'entends, puis d'être dans vraiment l'écoute, puis d'être avec eux. Plutôt que souvent on écoute, mais on prépare déjà ce qu'on va dire, vous voyez. Mais ça, c'est vraiment possible d'offrir cette qualité d'attention, cette qualité d'écoute, si déjà on est bien en contact avec son intérieur. C'est ça que la méditation nous offre, ce contact-là. Alors, c'est ça. L'intériorisation, c'est vraiment ramenez-vous à l'intérieur, tranquillement. Faites abstraction de ce que vous voyez, faites abstraction de ce que vous entendez. Ça peut être tout simplement, si vous entendez des bruits. Je me souviens à une session, à un moment donné, de méditation. Il y avait un autre cours de méditation derrière, puis il y avait quelqu'un qui se plaignait d'entendre ce qui se passait de l'autre côté de la cloison ici et qui se sentait gêné. Et je dis, mais c'est extraordinaire, c'est le test parfait pour votre concentration. Et donc, on avait refait l'exercice et je les invitais tout simplement à être conscient des bruits environnants, juste être conscient, puis de laisser aller le côté de gêne, on va dire, voyez, puis
tranquillement, ils étaient là. Ah, je suis conscient des bruits, mais je me ramène. Je choisis de ne pas accorder mon attention. Donc, on a ce pouvoir-là en nous. Une fois que l'intériorisation est faite, puis que vous êtes détendu physiquement, vous avez bien relaxé, respiré, là, c'est l'étape, on va dire, de se ramener à ce que l'on est spirituellement. Comme on l'a vu brièvement et on l'explorera la prochaine fois plus en profondeur, dans la méditation, on s'entend que les pensées, elles sont générées par quelque chose en nous qui est de l'ordre de l'invisible. Bien sûr, plusieurs chercheurs ont essayé d'étudier la conscience. Et la conscience, ben, on n'est pas tous d'accord là-dessus. Il y en a qui vont la mettre dans le cerveau, mais de plus en plus, des recherches démontrent que la conscience, c'est une force en nous qui est immatérielle, et qui est distincte du cerveau, qui est comme une sorte d'ordinateur qui va traduire notre conscience en action. Mais au niveau de tout ce qui est sentiments, émotions, on a beaucoup de mal à voir d'où est-ce que ça part matériellement. Ça génère des réactions chimiques dans notre corps, on s'entend dans le cerveau en premier lieu, mais notre conscience, elle part de ce que l'on appelle ici l'être spirituel. Et ça, on va le décrire plus en profondeur la prochaine fois. Pour le moment, je vous dirais le point focal de votre méditation, c'est d'aller recontacter cet être-là. On va le faire tout de suite pour vous donner une idée. Alors, je vous inviterai tout simplement à vous détendre comme vous l'avez fait tout à l'heure. Votre corps est détendu. Et là, prenez un... Oh, pas de musique, juste on prend quelques secondes. Je vous inviterai à prendre quelques secondes et imaginer que vous êtes une énergie, un être spirituel. Que cet être spirituel, il est fait de calme, il est fait de paix. C'est une énergie calme et silencieuse, profondément paisible. Et là, je vais enchaîner avec la prochaine étape qui est l'étape de l'expérience. Alors, je vais vous inviter à vous permettre d'expérimenter cette paix, expérimenter ce calme, tout simplement en créant un ressenti. Je suis un être de paix. Je vous inviterai à ressentir cette paix qui se dépose à l'intérieur de vous. Ressentez combien votre respiration devient calme, paisible. Tout est tranquille à l'intérieur de vous. Ressentez progressivement cette paix s'installer en vous. Je vais vous inviter à ramener votre attention ici. C'est une mini-expérience pour vous donner une idée de l'importance à cette étape-là de reconnecter avec donc les qualités en vous et de générer des ressentis liés à ces qualités. On va méditer un petit peu plus longuement tout à l'heure, mais ça doit être vraiment le point focal de votre méditation. La relaxation du corps, ce n'est qu'une étape qui va vous prédisposer à la méditation. Mais ensuite, le fait de se ramener à l'intérieur de vous et de dire, voilà, je ne suis pas juste mon corps physique, je suis un être spirituel, je suis une énergie. Cette énergie, elle est faite de calme, de tranquillité, d'authenticité. Bien, tout de suite, ça va créer, ça va générer en vous un sentiment agréable. Est-ce que c'est votre cas? Je sens que la salle est plus calme d'un seul coup. Pas que vous étiez agité, mais je vous vois très apaisé. On a juste médité pendant 2 minutes, 3 minutes maximum. Alors, c'est vous dire l'effet de ces pensées-là. C'est vraiment une merveille.
Et la dernière étape, vous allez avoir ça dans le résumé de cours, mais la dernière étape, c'est important de ne pas escamoter la fin de votre méditation, de vraiment prendre le temps de la conclure. Moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est de prendre un moment pour évaluer mon ressenti, me dire, tiens, comment je me sens là maintenant, à la fin de ma méditation, puis même comparer comment je me sentais avant d'arriver ici ce soir à l'émergence ou avant de commencer ma méditation. Est-ce qu'il y a une différence? Et si oui, ben, c'est bien, il faut le valider, il faut l'apprécier. Laisser émerger un sentiment d'appréciation, un sentiment de gratitude. C'est-à-dire, waouh, je me suis offert ce moment-là et je me sens tellement mieux, tellement plus agréable. Comme ça vous permet après de vous lever et d'être capable de vraiment ramener ça dans votre journée, si vous méditez le matin ou dans votre soirée, si vous avez envie de passer vraiment une soirée agréable. Alors, voilà pour les étapes. On va tout de suite procéder à une méditation pour vous donner l'expérience. Je vais passer à travers chacune de ces étapes. Je ne vais pas les marquer comme je les marquais tantôt, mais vous allez le voir, ça va se faire progressivement. On va couler à travers ça naturellement. Et puis pour ceux qui trouvent ça peut-être un petit peu difficile, les yeux ouverts, donnez-vous la chance de garder vos yeux semi-ouverts. Et comme ça, vous pourrez vraiment expérimenter. Alors, je m'installe confortablement. Je garde mes yeux semi-ouverts, posés sur un point devant moi. Je prends une bonne inspiration. Et à l'expire, je me détends. À nouveau, je prends une bonne inspiration emplie de paix. Et tout en expirant, je laisse aller toutes les tensions ressenties dans mon corps. Je me détends. Je ressens mes pieds posés à plat au sol. Et je laisse aller toutes les tensions. Comme si mes pieds se déposaient sur le sol. Je détends les muscles de mes jambes. Je détends mes cuisses, mon bassin. Et je relâche toutes les tensions, les micro-tensions qui se trouvent dans mes muscles. Je relâche mon ventre, je détends mon bassin. Je détends également les muscles de ma colonne vertébrale. Mon cou, ma nuque sont également relâchés. Mes épaules sont plus lourdes. Je détends mes bras, mes mains, mes doigts. Je prends une bonne inspiration. Et à l'expire, je me détends. Je relâche mes mâchoires. Je les laisse légèrement entr'ouvertes. Je relâche mon menton, ma langue dans ma bouche, mes joues, tout en gardant les yeux semi-ouverts. Je détends tous les petits muscles autour de mes paupières. Mon front est lisse, déplissé. J'inspire et j'expire calmement. Je vais prendre un moment, si je le souhaite, pour me visualiser dans un endroit de mon choix. Un endroit où je me sens particulièrement bien, en harmonie avec la nature, par exemple. Je vois les détails de mon environnement. Et tout m'inspire le calme, la détente et l'harmonie.
intérieur. Maintenant, je porte attention à ma respiration, à mon souffle, mais sans forcer. Je respire calmement, je ressens l'air qui circule à travers mes narines. Je prends conscience des bruits environnants et je choisis de ne pas y accorder mon attention. Je vois la pièce autour de moi et en même temps je ne la vois plus vraiment. Je garde mon regard posé sur un point devant moi. Maintenant, j'entre en moi-même et je prends conscience que je suis un être spirituel, que je suis comme de la lumière. J'imagine cette lumière scintiller à l'intérieur de moi, une lumière concentrée comme la flamme d'une bougie, une lumière douce et puissante. Je suis une énergie vivante, paisible et emplie d'amour. Aujourd'hui, je veux faire l'expérience de ma véritable identité. Qui suis-je? Je suis un être qui pense, qui ressent, qui génère des sentiments, des émotions. Un être qui agit, qui prend des décisions. Je suis un être subtil, immatériel. Je suis une énergie vivante, un être de paix. Je m'étais perdue depuis longtemps, perdue dans mes pensées, dans mes émotions, et maintenant je me retrouve avec moi-même si bien, si paisible. Je suis un être spirituel, un acteur dans la pièce de théâtre du monde. J'observe les différentes scènes de ma vie avec humour, avec détachement. Au fond de moi, je sens un amour profond qui m'emplit totalement. Je m'aime. J'aime aussi ce corps, mais j'en suis détachée. J'aime tous les êtres humains d'un amour pur, intense. Je suis un être de paix, un être de sagesse et d'harmonie. Je suis un point d'énergie léger, concentré. Et je prends un moment pour m'emplir de paix, pour ressentir la paix qui m'habite à la fin de ma méditation. Je laisse émerger un sentiment de gratitude, d'appréciation pour ce moment de paix que j'ai passé avec moi-même, ce moment de détente. Et peu à peu, je reprends contact avec mon environnement, avec mon corps. Je peux bouger un petit peu les orteils, cligner les paupières. Et tranquillement, je m'apprête à poursuivre mes activités. Alors, merci beaucoup d'avoir assisté à cette deuxième séance du cours de méditation. Je vous dis à la semaine prochaine. Donc, ça vous a fait du bien? Oui, ça détend. Je vois des visages très relaxés, très reposés.